Dans le Mac de la Santé, aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Franck Tilliez. Bonjour Franck. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est ravis de vous accueillir. Est-ce que vous êtes prêt pour la consultation du vendredi? Oui, je me suis bien préparé, donc je suis tout à vous. Eh bien, c'est parti, ça commence, il est tout à nous. Ça commence maintenant. Bonjour à tous, bienvenue au Mac de la Santé. Je suis ravi de vous accueillir pour une heure d'émission consacrée à votre santé et votre bien-être, vous le savez, mais toujours dans la joie et la bonne humeur. On va parler de choses sérieuses avec un ton un peu léger et on va répondre aux questions que vous recevez, notamment Rim. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous répondez à la question de Sylvie à propos d'une plante, un super aliment, l'ashwagandha. Ouais. Rien que dit comme ça, Et vous l'avez l'ashwagandha. bien dit, moi je le disais, l'ashwagandha. Bon bref, maintenant j'y arrive. Voilà, vous voyez, c'est ce qu'on appelle du ginseng indien et on lui prête notamment des vertus contre l'anxiété. C'est très à la mode qu'on va répondre là-dessus. C'est vrai que ça va bien, ashwagandha. D'un coup, ça a l'air d'aller mieux. Raphaël Aumont, bonjour. Vous nous avez acheté une vinaigrette, je vois de loin, Oui. Nutri-Score A, agriculture biologique. Quel est le problème? Ça paraît parfait, mais sans huile, forcément, on a mis une astuce pour enlever de l'huile dans une vinaigrette. Vous n'allez pas être déçu du voyage, je vais vous la décortiquer, rien que pour vous. Alors, on va d'ailleurs vous donner une petite information. On a retiré de l'huile, donc on a enlevé un ingrédient et en échange, les industriels en ont rajouté 12 ingrédients versus un. Un magique, vous allez voir. Ouais, un magique, mais pas très bon pour la santé. Un petit nouveau dans le Mac de la Santé, Sako Kamara, bonjour. Bonjour, Vous êtes issu du stand-up C'est ça. et aujourd'hui, vous avez carte blanche. merci beaucoup, je suis très content d'être là. Eh ben, nous aussi, on est ravis de vous Super, accueillir. attendez. Vous allez voir, l'émission est très sympa. À la cool, on apprend Ok. des trucs et on Super. rigole et on s'amuse. Super. Le Mac de la Santé, c'est également du reportage. Et dans notre série Le Pouls de la France, nous allons remonter l'histoire du département de la Somme où s'est déroulée l'une des batailles les plus meurtrières de la Première Guerre mondiale. Dans notre dossier du jour, nous allons nous intéresser à la folie du fitness, à savoir, vous savez, tous ces sports qu'on peut faire dans une salle. Il sera question de yoga, de pilates, de musculation ou autres Aerox. D'ailleurs, avec l'équipe du Mac de la Santé, nous sommes allés dans une séance de sport un peu particulière. On appelle ça du Pilates réformeur. Alors évidemment, on a tout filmé et je peux vous dire qu'un chroniqueur a été vraiment époustouflant. Mais tout de suite, c'est notre invité du jour. Et nous sommes ravis d'accueillir l'écrivain et auteur de romans à succès, Franck Tilliez. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est ravis de vous accueillir. C'est un plaisir de vous retrouver. Parce qu'en plus, vous êtes vraiment cool. Franchement, vous êtes souriant. Je dis pas que les écrivains sont tristes d'habitude, mais vous avez un truc, vous êtes content d'être là. Mais oui, dans le roman policier, on a la réputation d'être plutôt cool, contrairement à ce qu'on écrit. C'est un peu sombre, mais non, on est très lumineux en fait. Bah ouais, vous êtes très lumineux et vous publiez justement L'autre moi. C'est un livre aux éditions Fleuve Noir. C'est votre 25e roman qui se place toujours dans les meilleures ventes de livres. Vous avez vendu plus de 11 millions de livres depuis le début de votre carrière avec une méthode bien rodée. Vous commencez systématiquement vos romans par une phase qui est très importante et une phase de recherche. Oui, oui, c'est vrai que ça prend quasiment la moitié du temps, hein, donc entre 4-5 mois, parfois 6 mois, suivant le sujet. C'est important pour donner vraiment de la crédibilité au récit, parce que c'est évidemment de la fiction, c'est un roman, et c'est pour ça qu'on le lit, parce qu'on a envie de passer un bon moment de lecture, mais il y a un socle très documenté. Et moi, le socle est plutôt scientifique, parce que voilà, j'adore les sciences, j'ai fait des études scientifiques, j'étais ingénieur avant de commencer à écrire, et c'est un métier qui continue à me servir dans mes livres. Et c'est vrai que j'aime aborder différents sujets qui concernent l'être humain, donc tout ce qui tourne autour de la mémoire, du cerveau, de l'ADN, des organes, les virus aussi. J'ai écrit un roman avant le Covid qui était un peu prémonitoire, on va dire. Mais voilà, donc c'est des sujets qui me passionnent. Le 4e de couverture annonce la couleur. Il est un peu déroutant. Ici, le cauchemar commence. Voilà. On est tout de suite On est dans dedans, l'ambiance. Alors, On se prépare. l'histoire, c'est celle d'un couple qui s'installe près d'un site militaire. Depuis un accident qui a coûté la vie à son enfant, Sibylle, elle souffre d'amnésie post-traumatique et elle fait des cauchemars absolument atroces. Sauf que le problème, c'est qu'elle n'arrive plus trop à faire la différence entre le rêve et la réalité.
Oui, c'est Sibylle, c'est un personnage de thriller, c'est-à-dire qu'au début du roman, on la retrouve dans une situation très défavorable pour elle, puisqu'elle a eu cet accident, elle a une amnésie traumatique, c'est-à-dire qu'elle a oublié toute une partie de son passé, elle a eu le visage entièrement reconstruit, donc on peut dire qu'elle a perdu son identité, puisqu'elle a perdu à la fois son visage et sa mémoire, et en plus, la nuit, elle fait des cauchemars qui sont extrêmement terrifiants, très réaliste, c'est-à-dire qu'elle a l'impression d'être dans le vrai monde, et quand elle se réveille, elle s'en souvient parfaitement, comme si c'était un souvenir. Et donc, entre ces phases de réveil, ces journées, et puis le moment, les nuits, elle a du mal à savoir ce qui est réel, et surtout ce que cherchent à lui révéler ses cauchemars. Elle a du mal à savoir, mais nous aussi, lecteurs, on a du mal à savoir. Et vous jouez sur ça, on ne sait pas si c'est un rêve ou la réalité. Ça vous amuse de nous rendre un peu paranoïaques? C'est mon boulot. Non, mais j'adore ça, c'est-à-dire de plonger le lecteur dans le doute, comme le personnage. C'est pour ça qu'on aime le thriller, parce qu'on avance en même temps qu'elle, on n'a aucune avance sur elle, on avance un peu dans le brouillard, et le lecteur, c'est vrai qu'il est perdu dans le livre, il est immergé dans cette ambiance très particulière de la peur, du thriller, et ça, c'est génial. Vous parlez du doute, mais de la peur. Vous avez d'ailleurs dit « je vais te faire peur ». Et tu vas adorer. En parlant des lecteurs, vous aimez nous faire peur, vraiment, c'est votre truc? Oui. Bah, j'adore. Et les gens adorent avoir peur. C'est très étrange parce qu'on vit quand même dans une société un peu anxiogène. Et pour se distraire, on va aller vers des lectures qui nous font peur. Pourquoi? Alors peut-être parce que quand on lit un thriller, déjà, c'est une peur qu'on provoque et qu'on maîtrise. C'est-à-dire que j'ai trop peur, c'est bon, je referme le livre, ça s'arrête, je contrôle un peu. Vous savez, pendant les contes d'enfants, quand on était enfant... la première fois, on était terrorisé par le conte, et puis on voulait qu'on nous le raconte à nouveau, parce qu'on connaissait déjà les moments, et on savait quand on allait avoir peur. Donc il y a un peu de ça, et puis la peur, c'est quand même un instinct de survie, quoi, qui a besoin d'être entraîné. C'est-à-dire avant, il y a 10 000 ans, on se faisait attaquer par des lions, et aujourd'hui, tout ça n'existe plus. Et donc, on est obligé de l'entraîner, il y a ce besoin de l'entraîner, on l'entraîne en lisant ce genre de littérature. Avec une couverture pour le moins déroutante. Je parlais tout à l'heure du 4e de couverture, et ici, le cauchemar commence, mais là, vous avez un polar, un thriller, couleur rose. Rose, pourquoi rose? Qui contraste avec la noirceur justement de l'histoire. C'est pour tromper le lecteur, on va faire croire que ça va être tout rose. Non, alors c'est un peu... pour aller un peu à l'encontre des codes, on va dire, traditionnels du polar, parce que ça fait 25 livres que j'écris. J'adore écrire à chaque fois des nouveaux romans, mais j'aime bien quand il y a des nouvelles choses à chaque nouvelle sortie. Et avec mes auditions, on s'est dit, tiens, on va essayer de... Voilà, tu peux te le permettre parce que les gens te connaissent, de casser un peu les codes, et pourquoi pas une couverture rose. C'est une couverture dont on parle, qui fait parler. Et qu'on repérera en librairie assez facilement. Et dans la C'est le livre de Franck Tilliez, je sais où le repérer, bien joué. Et vous êtes inspiré de ces films qui nous ont terrorisé toute une génération, les Freddy, les Griffes de la nuit. Pourquoi avoir choisi particulièrement ce personnage? Alors moi, ça m'a terrorisé. J'étais ado quand j'ai regardé cette émission, comme les personnages de Freddy Krueger, qui étaient aussi des ados, donc il y a eu une forte répercussion sur moi, et ça contribue peut-être au fait que j'ai écrit des polars pour exorciser un peu ma peur. Mais surtout, c'est que Freddy, en fait, si vous vous rappelez, il tuait les adolescents dans leurs rêves, c'est-à-dire quand il mourait dans les rêves, dans les cauchemars, il mourait dans la vraie vie. Et il y a un peu de ça avec Sibylle, parce que dans le premier cauchemar qu'elle fait, elle se prend un coup par un agresseur dans le cauchemar, et quand elle se réveille, elle a du sang, en fait, à l'endroit où elle a été blessée dans le cauchemar. Elle se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, elle est somnambule, en plus, ce qui n'arrange pas. Et donc, en fait, quand elle est dans le cauchemar, on ne sait pas ce qui se passe dans sa vraie vie. Est-ce qu'elle est en train de se déplacer, de s'infliger elle-même des coups? Donc, le danger est omniprésent à la fois dans le cauchemar et aussi dans sa vraie vie. Vous abordez les thèmes de la mémoire, du sommeil et du cerveau. Vous l'avez dit, c'est des thèmes qui vous fascinent et qui vous intéressent vraiment? Oui, c'est... moi, la mémoire, évidemment, on est tous concernés, on a tous eu des trous de mémoire. Je suis très... les souvenirs, c'est quelque chose qui m'interpelle. D'ailleurs, je me pose une question dans le roman, et je n'ai pas la réponse. Combien de souvenirs on a, en fait, chacun? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Est-ce qu'on a 500 souvenirs? Est-ce qu'on en a 1000? Est-ce qu'on en a 10 000? Et ça, c'est assez troublant. Et est-ce que ces souvenirs, ils sont réels? Est-ce qu'ils sont... Quand on se rappelle un souvenir, est-ce que c'est exactement ce qui s'est passé? Votre frère va peut-être dire non, tu portais pas un survêtement, tu étais habillé en costume. Voilà, donc il y a ces choses-là. Donc est-ce que notre mémoire nous trompe? Est-ce que le passé est bien celui qu'on imagine? Et le personnage est confronté à ces questions. Et justement, avec ces thèmes que vous avez abordés, on va essayer d'en savoir plus avec le questionnaire santé de Franck Tilliez. Alors, Franck Tilliez, est-ce que vous êtes plutôt nuit blanche pour écrire ou nuit de 7 heures pour bien vous reposer? Nuit de 7 heures pour bien me reposer. Je faisais déjà ça quand j'étais étudiant. Ça permet de résoudre plein de choses. Le sommeil, c'est très important. Vous êtes plutôt mémoire de poisson rouge, style Dory la Dorade, ou mémoire d'éléphant, vous n'oubliez rien?
J'étais mémoire d'éléphant quand j'étais jeune, et aujourd'hui, c'est plutôt mémoire de poisson rouge. C'est vrai. Non, alors je commence à les visages un peu de mal. Ah, c'est vrai, je vois beaucoup de monde, mais je sens quand même qu'il y a des petites lacunes dans la mémoire. Vous êtes plutôt à vous faire des nœuds dans la tête ou plutôt pas de prise de tête? Ah, mais des nœuds dans la tête en permanence, surtout dans l'écriture, et c'est ce qui rend les romans aussi complexes. Ouais. C'est-à-dire que vous êtes en permanence en train de cogiter, de réfléchir, parce que vous semblez zen en vrai. C'est vraiment cool. Mais je me cause des problèmes volontaires, c'est-à-dire à chaque livre, mais je pense que ces problèmes-là font que voilà, il y a des nœuds à résoudre, et les lecteurs adorent résoudre ces nœuds eux-mêmes quand ils lisent le livre. Alors, vous êtes plutôt chocolat noir, bon pour le moral et le cerveau, ou chocolat au lait, un peu sucré, mais bon pour le plaisir? Je devrais manger plus de chocolat noir. J'adore le chocolat au lait, mais parfois je me raisonne. Je mange du noir, mais je mange quand même plein de chocolat. Ça arrive même aux bonnes personnes, ne vous inquiétez pas, on est entre nous. Vous le disiez, vous êtes ingénieur informatique de formation, vous avez travaillé en entreprise. Est-ce que ça vous a permis de garder une certaine rigueur? Parce que quand on écrit, on se dit, mais vous écrivez, je sais pas moi, de 9h à 17h, comme si vous étiez au travail, ou ça vient, et puis, enfin, comment vous faites? Vraiment comme si j'étais au travail. J'ai encore toutes mes journées, de grosses journées de boulot. C'est un genre qui exige du travail. C'est sur des enquêtes complexes, qui demandent des recherches, de la documentation, d'être vraiment dans l'actualité. Donc il y a tout un travail, et donc j'ai gardé cette rigueur d'entreprise. Donc quand vous parlez de préparation pendant 4 ou 5 mois, c'est d'abord ce livre-là, vous allez, je sais pas, dans les hôpitaux, on vous accueille facilement, tout ça, puis après vous passez à un autre sujet, ou vous avez plusieurs livres en cours dans votre tête? C'est vraiment livre par livre, Ouais, d'accord, parce ok. que ça demande vraiment, ça Un monopolise 100% investissement, de l'attention, ce qui fait que quand je termine un livre, en fait, je suis vraiment à sec, je sais pas du tout ce que je vais écrire. Mais c'est génial, en fait, de toute cette partie documentaire, parce que ça permet d'exercer quelque part notre métier, en tout cas de voir sur un petit laps de temps à quoi ressemble un métier en psychiatrie, dans la police, dans la justice. Donc c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est chouette. Franck Tilliez, vous avez dit, vous aimez nous faire peur et vous faire peur. Vous aimez rire également? Ah, mais j'adore rire, il faut. Justement, restez avec nous. C'est le moment du billet de Sako Camara. Sako Camara, on est ravis de vous accueillir. C'est votre première au Mac de la Santé. Je précise à nos téléspectateurs que vous venez du stand-up. C'est ça. Et je suis très content d'être là. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Alors, moi, je suis vraiment... c'est ma toute première chronique. Et la première fois de rentrer dans les bureaux de France TV. Et honnêtement, tout le monde est beau, gentil. Non, mais j'aime bien. J'ai l'impression que vous êtes tout le temps tous à l'antenne. Et ça, c'est vraiment super. Alors, je me présente Sako Camara. Je le redis encore une fois. Et je viens de rentrer dans la trentaine. Et je me rends compte que la santé, il faut l'entretenir. Et c'est grâce à, notamment, vous, les docteurs, voilà, qu'on arrive à se gérer. Voilà. Et si je peux vous faire une petite confidence, ma mère, elle aime les médecins. Elle a toujours voulu que je sois médecin. C'est vrai. Ouais. Et du coup, quand j'ai su que j'allais faire chroniqueur dans le Mac de la Santé, j'ai appelé ma mère. Je lui ai dit, maman, je vais être chroniqueur dans le Mac de la Santé. Elle m'a dit, ah, et alors? Tu t'appelles pas Jimmy Mohamed, ne m'appelle pas. Elle a raccroché. Et ma mère, franchement, elle adore les médecins. Et moi aussi, j'aime bien les médecins. J'aime bien les médecins. Je l'ai su depuis le jour où j'ai appris que le cousin de ma femme était médecin. Et ben depuis ce jour-là, je suis devenu plus proche de lui que de ma femme. Ah oui, je l'aime beaucoup, ce monsieur. Vraiment, je l'aime beaucoup. Et il faut dire qu'ici, en France, on est quand même bien en termes de santé, parce que j'ai été aux États-Unis l'été dernier, et waouh, les Américains, ils vendent super bien leur pays, hein, parce qu'ils font les malins avec leur green card, mais je peux vous dire que nous, notre green card, elle est beaucoup mieux. La carte vitale, elle est vraiment mieux. Et en vrai... on n'a pas besoin, nous, de prendre un crédit pour se faire soigner. Parce que je vais vous dire un truc, c'est qu'un accouchement là-bas, c'est entre 30 000 $ et 50 000 $. Ah, quand même. Ah ouais. Ah ouais, ok, ça me rassure parce que j'ai cru que vous n'allez pas être choqués. J'allais dire France TV, il paye super bien. Ok, d'accord. Et d'ailleurs, là, ma femme, elle vient d'accoucher. Félicitations. Ouais, merci beaucoup. Ouais, je suis très content. Enfin, bravo, celle qui a accouché, vous avez... Oui, j'ai quand même participé un peu. Ouais, au début, mais bon, après... Ouais, c'est vrai que... Ouais. Et pour l'accouchement, on a presque rien payé parce qu'on avait la green card, évidemment. Mais pour s'occuper de l'enfant, il faut une black card. Parce que c'est chaud, je vous jure, c'est chaud d'avoir un gosse et ça coûte vraiment cher. En plus, moi, ma fille, elle est arrivée dans ma vie sans rien. Même pas une culotte. Non, mais elle a rien, je vous jure. Parce que moi, là-bas, je la connais pas, cette dame. Quand tu viens chez quelqu'un que tu connais pas, tu ramènes une bouteille de coca, une baguette, tu me ramènes un truc. Elle m'a rien ramené. En vrai, je suis mauvaise langue parce que elle m'a quand même ramené du bonheur. Okay, elle m'a ramené du bonheur. Et on va revenir un peu sur les États-Unis parce que pendant mon séjour, en fait, moi, je suis tombé malade. Et j'aurais pas dû.
Ok, j'aurais pas dû parce que je me souviens quand j'étais dans la chambre d'hôtel, mon cousin qui vit là-bas, il vient me voir, il rentre dans la chambre, il me voit trembler, il me dit qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je dis bah je suis malade, il me dit ah non, Pas ici. ici on tombe pas malade. Ici une nuit d'hospitalisation c'est $5 000. Je dis ah ouais, eh ben fallait dire ça parce que ça va beaucoup mieux frérot. Les États-Unis c'est le seul pays où t'éternues, tu reçois un message de ton banquier, ça va ou je bloque la carte? Et c'est aussi le seul pays où t'as 0 touriste français qui tombe malade. Ou alors il y en a qui sont très techniques. Quand ils arrivent au States, ils dorment à côté de l'aéroport. Comme ça, dès qu'il y a un petit symptôme, boum, il prend l'avion et ça coûte moins cher de se faire soigner à Paris. Et au final, bon, je vous dis tout ça parce que le sport, c'est quand même tout ce qu'il y a de plus important. Moi, j'ai repris le sport pour essayer de vivre le plus longtemps possible pour voir mes enfants grandir. Bien. Et aussi, j'ai repris le sport parce que j'ai grossi et la semaine dernière, mon père, il m'a pas reconnu de dos. Et ça, c'est difficile. Ça fait mal. En tout cas, prenez soin de vous, faites du sport et on se voit bientôt la famille. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bravo. Sako Camara, et bravo. Merci. Quel âge a votre enfant? J'en ai 2 en fait. Ah, Ouais, ils ont j'en quel ai âge? 2. Alors la petite, elle a 2 mois. Elle vient d'arriver. Voilà. Et la plus grande, elle a 4 ans. Eh bien, bon courage. C'est un peu technique. Ouais, je sais. Sako Camara, je rappelle que vous serez à partir du 18 juin prochain en tournée dans toute la France avec votre spectacle Up and Down et sur la scène de l'Apollo Comédie à Paris à partir du 5 septembre prochain. Franck Tilliez, c'est un vrai plaisir de vous avoir parmi nous. Bah, merci Moi, pour je votre vous aurais invitation. bien gardé toute l'émission parce que c'est Bah, vraiment cool. on est super franchement. bien ici. Bah ouais, on a hâte de vous accueillir pour le prochain. Mais bon, on vous souhaite plein de succès. Le 26. L'autre mois, c'est publié aux éditions Fleuve Noir. Merci beaucoup, Franck. Merci beaucoup. Merci. On part maintenant à la rencontre d'un passionné de foot, Mohamed Lamine, est capitaine du collectif France Petite Taille. Avec son équipe, il va même participer à la Coupe du Monde de foot au Maroc en novembre prochain. Reportage Géraldine Zamanski, Alexandre Delaval et Pierre-Luc Perrin. À 30 ans, Mohamed Lamine vit pour le foot. T'as la vidéo? C'est sa passion, son métier, Passe, contrôle. Passe. son combat aussi, car rien n'était gagné d'avance avec son handicap. Quand je voulais aller m'inscrire au foot, ma mère est venue au club et le président a dit non, je ne peux pas vous inscrire votre enfant parce qu'il est trop petit de taille. Mohamed est atteint d'achondroplasie, plus connue sous le nom de nanisme. Cette maladie génétique reste synonyme d'importante stigmatisation. Beaucoup de moqueries, beaucoup de rabaissements et mentalement, ça joue énormément. Vous pleurez beaucoup à la maison, la nuit, tout ça, dire mais pourquoi lui rigole sur moi? Et c'est là que les amis qui vous aident, tout ça, la famille. Et c'est ça qui m'a beaucoup aidé en fait, c'est la famille et mes amis. Alors que le club le rejetait, ses amis lui ont toujours fait une place ici, sur le terrain de foot du quartier. On lui rentrait dedans comme si c'était quelqu'un de notre gabarit. Il est dur, quand on joue au foot avec lui, il n'y a aucune différence. Il met autant de buts que nous, il fait autant de passes décisives que nous. C'est un très très bon joueur. C'est grâce à tous ces matchs intenses entre voisins que Mohamed a finalement pu convaincre un coach de l'entraîner quand il avait 9 ans. Depuis, il n'a jamais lâché le ballon rond. Allez, allez, gauche, 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 allez, allez! Et le sport est même devenu son métier, au prix d'une nouvelle bataille pour décrocher son diplôme d'État. Je suis le premier en tant que personne en situation de handicap et ça veut dire moi ils m'ont aménagé mon épreuve physique et que maintenant, pour les personnes en situation de handicap, maintenant il y a une adaptation pour être éducateur sportif et passer les examens physiques et pratiques et théoriques. Cette victoire ne suffit pas à Mohamed. Son nouveau défi, c'est de remporter la Coupe du Monde de football de petite taille au Maroc dans quelques mois. La pression monte. C'est les mêmes entraînements qu'on fait. Et encore plus même parce que eux, on va dire on les pousse encore plus parce qu'il y a une Coupe du Monde. Là, on va représenter la France à l'international. C'est quelque chose. Allez, aie confiance en toi. Mohamed est le capitaine de ce collectif France Petite Taille. Certains joueurs habitent trop loin pour s'entraîner ici toutes les semaines, mais chacun est prêt à surmonter ses difficultés physiques pour gagner. Pour les personnes atteintes d'anisme, niveau musculaire, c'est très différent. Pour la récupération, tout ça, il faut beaucoup d'étirements. Si on ne bouge pas, on a souvent les articulations qui se bloquent plus facilement, donc c'est un rythme à avoir, bouger tous les jours. C'est vraiment important pour nous, pour notre handicap. L'équipe progresse, unie par le foot et l'envie de changer l'image de leur maladie. J'espère qu'on va se faire respecter dans le sport, même en dehors dans le travail, dans la vie des relations, dans tout. Parce que c'est pas parce qu'on est petit qu'on peut rien faire. L'esprit de compétition est bien là, comme dans ce match amical contre l'équipe handisport du club d'Asnières.
Et bravo, on les félicite parce qu'ils sont vraiment trop forts. Dans quelques instants, dans notre dossier du jour, nous allons nous intéresser à la folie du fitness. Il sera question de yoga, de pilates ou encore d'aerox. Quels sont les bienfaits de ces sports sur notre santé? Les explications avec le docteur Guillaume Paris, il est médecin du sport. Dans notre série Le Pouls de la France, nous serons dans la Somme où s'est déroulée une des batailles les plus meurtrières de la Première Guerre mondiale. Attention aux vinaigrettes industrielles toutes faites. Alors certes, elles sont parfois pratiques, mais vous allez voir que les industriels, je vous dis tel quel, vraiment se moquent de nous, et en particulier de la vinaigrette que Raphaël Aumont nous a dégotée. Nous répondrons à la question de Sylvie, une téléspectatrice qui aimerait savoir si cette plante, l'ashwagandha, est si bonne pour la santé qu'on le dit. Eh bien, c'est Rim qui lui répond tout de suite. Et donc Sylvie nous dit l'ashwagandha est une plante très à la mode, mais quels sont ses vrais bienfaits et surtout est-ce qu'il y a des risques à sa consommation? Donc je pense que vous en avez sûrement entendu parler, cette plante qui est un peu difficile à prononcer, ashwagandha, voilà comment on écrit ce nom, et ça fait partie donc des plantes dont on entend parler, mais elle est utilisée de très longue date, notamment dans la médecine indienne, l'Ayurveda, et c'est pour ça qu'on l'appelle aussi ginseng indien, et son nom médical c'est Witena somnifera. Aujourd'hui, on la trouve sous forme soit de gélules, soit de petites gouttes ou encore de poudre. Et cette plante est notamment utilisée pour lutter contre l'anxiété. Oui, elle fait partie de ce qu'on appelle des plantes adaptogènes, c'est-à-dire qu'elle s'adapte à votre état, elle aide à maintenir un équilibre. En gros, si vous êtes très stressé, elle va vous aider à faire baisser cette anxiété, apaiser votre système nerveux et elle pourrait aussi aider pour le sommeil. À l'inverse, si vous vous sentez très fatigué, eh bien, elle peut donner un peu plus d'énergie et aider notamment pour la concentration. Alors, j'ai envie que vous me donniez de l'ashwagandha, mais avant ça, que disent les études? Parce qu'elle a été étudiée, je veux savoir d'abord ce que dit la science. Oui, exactement. Celle-là, elle a été étudiée. Il y a eu plusieurs études randomisées, c'est-à-dire contre placebo, qui ont montré un effet intéressant sur le stress et l'anxiété légère à modéré. Donc, il y a par exemple une étude en 2019 qui montre une baisse du niveau de cortisol, c'est l'hormone du stress, et du ressenti du stress, et ce, donc chez 60 patients qui ont pris pendant 60 jours l'ashwagandha. En 2021, il y a eu une autre étude notamment qui a été publiée. Oui, alors là, elle a été donc menée sur une étude qui a analysé plusieurs études, 5 études distinctes. Là, on est sur 372 personnes et il y aurait un impact modeste mais significatif sur le sommeil, donc là aussi assez prometteur. Une autre analyse en 2022, menée là sur 12 études, ça fait à peu près 1000 patients au total, et qui conclut donc que les essais contrôlés ont mis en évidence un effet bénéfique sur le stress et sur l'anxiété. 12 études, 1000 patients. Alors 1000 patients c'est bien, mais sur 12 études... Il y a peut-être un petit problème. Exactement, c'est un petit peu la critique qui revient, c'est que les études sont faites sur des petites cohortes de patients avec des doses variables. Et d'ailleurs, souvent, les auteurs concluent qu'il faudra plus d'investigations et plus d'études pour savoir exactement la réalité de cette efficacité. Mais les résultats sont vraiment prometteurs. Et j'ai aussi posé la question au docteur Charlotte Gaspard, qui est notre médecin généraliste et spécialiste des plantes, qui m'a dit que oui, c'est une plante intéressante pour ses usages, stress, anxiété. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors, avant de la prendre, je vais quand même vous demander s'il y a des contre-indications. Oui, elles sont assez nombreuses, c'est vrai, Jimmy. Il y a l'ANSES qui s'est penché dessus et qui déconseille son utilisation chez les personnes ayant des pathologies thyroïdiennes, hépatiques et cardiaques, également chez les femmes enceintes et chez les personnes sous traitement sédatif. Alors, il faut aussi dire que ça ne se substitue pas à un traitement contre la dépression ou d'autres troubles psychiques. Et puis, il faut faire attention à l'interaction avec les médicaments. Mais si vous n'avez pas tout ça, Jimmy, je peux vous donner l'ashwagandha. Je vais en prendre parce que je pense que là, j'en ai peut-être un petit peu besoin. Merci beaucoup, Rim, de toutes ces explications. Et vous voyez, Sylvie, vous avez une réponse pour le moins complète. Tout de suite, on prend le pouls de la France. Nous sommes dans la Somme et nous allons nous plonger dans la célèbre bataille de la Somme durant la Première Guerre mondiale. Une bataille qui a fait plus d'1 million de morts et de blessés. Dans la boue et l'urgence, soignants et scientifiques ont dû innover pour sauver des vies. Reportage Gabriel Bray, Benoît Lordelot, Stéphane Gioiado. Les paysages de la Somme, ce sont des plaines à perte de vue. De vastes étendues qui seront le théâtre d'une des batailles les plus meurtrières de l'histoire. Il y a 110 ans, la bataille de la Somme voit s'affronter les Anglais et les Français contre l'Empire allemand. Sur le front, les soldats payent le prix fort.
le déploiement de nouvelles armes fait des dégâts effroyables. Les Allemands, ils ont la mitrailleuse Maxim qui fait quand même 600 coups par minute. Et vous avez les casques qui montrent un exemple où il y a quand même les impacts de balles qui sont dessus. Après, comme autre arme meurtrière, vous avez les obus. Le plus dangereux, ce sont les éclats. Quand le soldat est blessé, tout va rentrer à l'intérieur de la plaie. En 4 mois, 600 000 soldats sont blessés. En plus de la violence des combats, ils font face aux conditions parfois dantesques qui mettent les corps à rude épreuve. Dans cette région, quand il pleut beaucoup, ça devient un vrai bourbier. Les hommes et même les chevaux arrivent à se noyer dans la boue. C'est froid, c'est humide, donc les soldats tombent facilement malades. Dans ces conditions, la moindre blessure s'infecte rapidement. Quand il y a un germe infectieux dans la plaie, malheureusement, ça peut prendre des proportions énormes. Et en 24 heures, le blessé peut développer une septicémie. La septicémie est un état infectieux généralisé qui peut entraîner la mort. À l'arrière du front, des centaines de soignants sont mobilisés pour prendre en charge les blessés. Mais il leur manque une arme, un antiseptique efficace. L'innovation viendra de 2 scientifiques. À 60 km de là, à Compiègne, l'Américain Alexis Carrel et le chimiste britannique Henri Daquin développent une solution révolutionnaire pour désinfecter les plaies. Après avoir testé 200 produits, Daquin s'arrête sur le produit qui va porter son nom, qui est à base d'eau de Javel. Donc ça sera vraiment le produit qui sera beaucoup utilisé. Ce nouveau désinfectant réduira drastiquement le nombre d'amputations. Face à l'afflux de blessés, les soignants développent aussi une nouvelle organisation des soins. Ils trient les patients en fonction de la gravité de leurs blessures pour mieux les prendre en charge. Quand le soldat blessé arrive au poste de secours, ils vont faire un tri. Ils vont gérer les patients qui ont besoin de soins impératifs. Et ensuite, les blessés qui sont triés vont rejoindre des gares régulatrices pour ensuite prendre les trains sanitaires pour pouvoir les emmener dans les différents hôpitaux de l'arrière. Dans ces hôpitaux, les soignants s'affairent pour prendre soin de ces corps meurtris par la guerre. Avec les tranchées, les 2 camps se font face, ce qui expose les soldats à de graves blessures au visage. 15 000 Françaises sont défigurées pendant la Première Guerre mondiale. Des gueules cassées qu'on essaye de réparer avec de nouvelles techniques de chirurgie. Il y a eu, à cette époque-là, la réunion de 2 corps de métier. D'un côté, ceux qu'on appelait les mécaniciens dentistes, pour mettre en place ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des fixateurs externes, immobiliser les os, et les chirurgiens venus restaurer les pertes de substances cutanées, muqueuses, la langue, le nez, etc. Et la réunion de ces 2 corporations a permis effectivement une avancée notable en termes de chirurgie réparatrice. Le professeur Bernard de Vauchel est l'auteur de la première greffe partielle de visage en 2005. Encore aujourd'hui, il utilise certaines techniques de chirurgie issues de la Première Guerre mondiale. Il y a eu un chirurgien qui s'appelle Léon Dufourmentel qui a décrit une technique de réparation des grandes pertes de substances de la partie inférieure de la face en utilisant la peau du cuir chevelu. Ce sont des techniques que nous utilisons encore aujourd'hui. Ça a été une période de prise de conscience, d'innovation, de découverte et de développement dont nous avons, nous, aujourd'hui, l'héritage. Avec plus de 400 000 morts, la bataille de la Somme fut l'un des épisodes les plus dramatiques de notre histoire. Mais la médecine a su progresser pour faire face à l'urgence. Infirmiers, médecins, chirurgiens, les soignants ont développé de nouvelles techniques pour accompagner et sauver le plus de soldats possible. Raphaël, c'est la saison des salades et c'est vrai que parfois on achète des vinaigrettes. Ma mère adore les acheter au supermarché. Je dis mais maman, regarde Raphaël Aumont, il dira que c'est pas bon. Et justement, aujourd'hui, maman, il faut regarder Raphaël, puisque là, attention, vinaigrette, Nutri-Score A, agriculture biologique, couleur plutôt sympa, sauf que c'est pas si bon que ça. Ouais, bah oui, et je vous arrête tout de suite parce qu'effectivement, c'est qu'il y a une petite astuce, je vais pas dire arnaque, mais quand même, parce qu'une vinaigrette sans huile, ça pose quand même question. Donc on va regarder tout ça ensemble parce que vous allez voir que le concept déjà en fait, une vinaigrette sans huile, c'est du coup, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste du vinaigre et de la moutarde. Donc il y a forcément des astuces qui sont utilisées. Donc on nous dit, vous regardez l'étiquette, c'est marqué riche en fibres déjà, et on a remplacé l'huile par de la fibre d'acacia, 100% naturelle. Mais évidemment, c'est pas la seule astuce, on va pas remplacer du temps pour temps.
Donc, du coup, qu'est-ce qu'il y a dans cette Oui, sauce sans eh ben, huile on va la refaire ensemble, c'est ce que vous allez voir. Donc 500 millilitres. Et quand vous regardez l'étiquette, on a enlevé de l'huile, mais on a rajouté quand même une douzaine d'ingrédients finalement. Donc ça fait beaucoup pour faire une sauce vinaigrette. Attendez. On enlève de l'huile, on enlève un ingrédient. Mais au final, sur l'étiquette, il y a 12 Mais il y en a 12 de ingrédients. plus. Alors pas 12 de plus, mais il y a 12 quand même au total, 12 ingrédients pour faire une sauce salade. Quand On même, va se ça dire pose c'est quand même problème. beaucoup. Et quand vous regardez l'étiquette, qu'on découvre ensemble, c'est marqué eau comme premier ingrédient. Donc voilà l'astuce. Finalement, Premier on vous dit- ingrédient, c'est celui qui est Bah majoritaire. ouais, exactement. On vous dit on vous a remplacé l'huile par des fibres d'acacia, mais c'est pas vrai. En fait, on a remplacé, on a mis de l'eau. Alors pour que vous en rendiez vraiment compte, 500 millilitres. On va le refaire dans ce pot, hein, c'est jusqu'à 500. La quantité d'eau, quand c'est le premier ingrédient, calcul fait, c'est 70%. Ah bon? Donc, concrètement, regardez, normalement, on va jusqu'à 500. Donc, ça va vers 350 millilitres d'eau. Voilà ce que vous achetez vraiment. Ça, voilà. Ça, Ok. c'est la quantité d'eau qu'il faut pour faire cette sauce. Donc, voilà, en fait, l'huile, c'est quoi? C'est beaucoup, beaucoup d'eau. Il y a un peu de fibre d'acacia, mais ce n'est pas la seule astuce pour donner cette texture, évidemment. Alors justement, Il y a un qu'est-ce qu'on additif. va... Ouais, on va rajouter quoi comme additif? Et un additif, donc déjà, c'est un produit bio. Et on va rajouter un additif qui n'est pas bio. Ça, c'est quand même hallucinant. Donc, regardez sur l'étiquette, c'est marqué gomme xanthane. C'est du E415 que je vous présente ici. Et cet additif n'est pas bio. Tous les autres ingrédients, il y a un petit astérix pour dire issu de l'agriculture biologique. Mais celui-là, il n'en fait pas partie. Donc, vous achetez de l'eau et un additif qui n'est pas bio. Il C'est sert quand à même quoi, cet juste additif? hallucinant. Il sert à Alors, c'est quoi? un très, très bon épaississant. Il est très connu dans l'agroalimentaire. On va le retrouver dans pas mal de préparations. Vous allez voir ici, j'en ai mis une cuillère. Vous mélangez. Alors, il faut laisser reposer à peu près une dizaine de minutes. Et vous obtenez ça. Et vous voyez, en fait, vous avez déjà une texture ici. Ah oui. Sirupeuse, exactement nappée, comme si c'était déjà une vinaigrette. Donc là, une Vous voyez la texture petite astuce. sirupeuse, mais qui n'a pas de goût ni quoi que ce soit. Exactement, vous faites bien de le dire. Là, Il y on a dit aucun goût pour l'instant. dijonnaise, donc un peu de moutarde. Alors, il y a de la moutarde, ça c'est vrai, on ne peut pas dire le contraire. Moutarde de Dijon, il y en a 7,5%, ça représente donc 35 grammes. Donc, on va continuer la recette, hein, je vais la mettre dedans. Voilà vos 35 grammes de moutarde qui vient effectivement de Dijon. Très bien. Donc, voilà, ensuite il y a une autre moutarde à l'ancienne. Alors là, elle n'est pas précise, on ne sait pas si elle vient de Dijon, on ne sait même pas si elle vient de France. Voilà, on ne sait pas d'où elle vient, mais vous en avez aussi. Donc au total, vous avez quand même 80 grammes de moutarde dans cette sauce. Donc Bon, on a de l'eau, la moutarde, de l'eau, un additif, et quoi d'autre? Vous avez du vinaigre. Alors c'est du vinaigre blanc qui n'a aucun goût, hein, on va être honnête. Par contre, il va baisser l'acidité, donc ça va permettre de conserver plus longtemps. Voilà. Donc là, Bien. on commence à avoir une base. Alors, ça ne s'arrête pas là. On a aussi, vous voyez, c'est quand même sympa, on commence à avoir la couleur aussi. On va mélanger un peu tout ça. Vous voyez, ça épaissit. Hein. Oui, et ça commence déjà à ressembler... Vous voyez, ça fait une sauce. Déjà, ça fait une sauce. Attendez, vous avez un truc d'une couleur bizarre là. Juste qui va donner un peu de couleur, vous avez vu. Ça c'est du concentré de jus de pomme bio. Mais qu'est-ce que vient faire du concentré de jus de pomme dans une sauce vinaigrette? Ça veut dire que vous prenez du jus de pomme. Une pomme, c'est 10% de sucre à peu près. Vous réduisez, mais forcément, vous concentrez en sucre. Et au final, quand vous regardez l'étiquette nutrition, c'est marqué glucides, 4 grammes de sucre pour 100 grammes. Mais là, puisqu'on a 500, ça fait quand même 20 grammes de sucre. Donc là-dedans, il y a 20 grammes de sucre? Exactement. Rajoutez ça, ça équivaut à 20 grammes de sucre. 20 grammes de sucre, regardez la quantité. Je rappelle qu'on fait une vinaigrette, hein. C'est quand même hallucinant. Oh, c'est catastrophique, voilà ça. L'équivalent de... Eh oui, vous pourrez dire à votre maman, hein. Ah oui. Elle a bien fait de regarder l'émission. Donc, et vous voyez le truc, enfin, c'est quand même hallucinant. Donc, voilà. Si on résume, ça, c'est une sauce. On a une sauce avec de l'eau épaissie avec un additif. Exact. Il y a quand même des fibres d'acacia, ok. Bon. Du vinaigre, de la moutarde, du sucre. Mais on nous vend ça combien? Parce que alors pour là, le coup... c'est là que c'est hallucinant. Vous savez combien ça coûte? Cher. J'ai payé 11,50 € le litre. Quoi? 11,50 € pour de l'eau, des additifs et de la moutarde qui va donner du goût. C'est quand même hallucinant. On se fait arnaquer, on se fait avoir en tout cas, je sais pas si on peut. Oui, je sais pas, mais en fait, c'est pas parce qu'on achète du bio, on se dit ah mais c'est bien, c'est bio, ça a l'air super, puis c'est un peu cher, alors du coup comme si c'était un gage de qualité. Non, on vous vend de l'eau, la bouteille en plus elle pèse 1 kilo, enfin c'est pas possible. Quoi. Alors que finalement une sauce vinaigrette, on peut la faire à maison. Et vous êtes venu avec de l'huile d'olive. L'huile d'olive, on en trouve. Là, c'est très bon en plus pour la santé. Pourquoi enlever de l'huile dans une vinaigrette? L'idée c'est pas de noyer, par exemple ces carottes avec plein de sauce, mais un bon filet d'huile d'olive, première pression à froid. Je pense que il y a plein d'antioxydants, c'est très bon pour la santé. Un jus de citron. Si vous voulez pas du tout utiliser d'huile, vous prenez un yaourt, par exemple, simplement quelques épices. Et puis là, vous avez, par exemple, je vous ai ramené ça de Bretagne, là, du sésame un peu torréfié avec des algues. Par exemple, ça s'appelle du gomasio ou furikake en japonais.
Ça donne beaucoup de goût, beaucoup de saveur. Il y a 0 gras dedans, sauf un petit peu éventuellement dans le sésame, un filet d'huile d'olive de jus de citron. Et là, vous avez des super accompagnements, des assaisonnements. Eh bien, merci Raphaël de toutes ces Donc, précisions. attention Comme à quoi, ces il faut être sauces, vigilant, quoi. même Bah au packaging, même au Nutri-Score, même si c'est quand même un bon élément, on le rappelle. Non, mais le bien sûr. Nutri-Score, vous aide quand Ça, même à c'est choisir entre 2 produits d'une même gamme, le produit qui est le meilleur sur le plan nutritionnel. Mais vrai. il y a encore des progrès à faire. Voilà. Merci beaucoup, Raphaël. Raphaël, vous aimez le sport? Ah bah évidemment. Oui, évidemment. Tous les matins. Justement, on va passer à notre dossier du vous me jour. connaissez. Oui, Pilates, Aerox ou encore musculation sous 35 degrés. Les salles de sport font de plus en plus d'adeptes. Alors, quelle discipline faut-il choisir? Y a-t-il des risques? On répond à toutes ces questions avec notre spécialiste. Et nous sommes ravis d'accueillir le docteur Guillaume Paris, médecin du sport. Bonjour. Bonjour. On va parler de tous ces sports qu'on peut faire en salle, en intérieur. D'ailleurs, petit tour de table, est-ce que vous faites du sport ou est-ce que vous comptez vous y mettre prochainement? Rim? Moi, j'aime bien le yoga, si ça compte dans le sport. Bah oui, alors Bah, ça compte, voilà. Bien sûr. Bien sûr, ça compte. Je vais Raphaël, m'y mettre bientôt. ok, c'est pas trop votre truc, Raphaël? Pas trop, non, c'est vrai. Plus Pourquoi? vinaigrette. Comment? Plus vinaigrette. Ouais, je c'est suis ça. plus Cuisine. sport. Voilà, c'est ça. On va dire là, voilà, ouais, je sais pas. Ouais. Sako. Ancien sportif, j'ai fait du taekwondo pendant très longtemps. Ah oui? Ouais, et du coup, des séquelles, j'ai des problèmes de genoux, du coup, je fais du Voilà. renforcement à la salle. Renforcement à la Ouais. salle. Et c'est suite à une blessure que Ouais. du coup. Ouais. Mais une vraie blessure ou c'était une excuse? C'est une vraie blessure. non, c'est une vraie blessure. J'ai eu une arthroscopie au niveau du ménisque, les 2 genoux d'ailleurs. Et du coup, renforcement full fessier, bien pour. Tiens, c'est peut-être une première bonne question. Quand justement on a une blessure, qu'on se dit qu'un sport de contact, de combat devient compliqué, est-ce qu'aller vers du renforcement musculaire et de la musculation, c'est déjà une activité importante en soi? Ouais, c'est une activité et c'est de toute façon nécessaire avant un retour au sport, quel qu'il soit. Avant de faire du football, il faut d'abord se muscler, il faut d'abord courir, il faut avoir de la force et de l'endurance. Et bien sûr, un travail en force, c'est déjà une première bonne activité. Alors c'est vrai que Sako, vous êtes jeune et en bonne santé et physiquement très impressionnant. Ça va. Ça va. Mais est-ce que les téléspectateurs qui nous regardent, mes parents qui ont plus de 60 ans, quasiment 70 ans, est-ce qu'ils ont intérêt à également faire de la musculation? Est-ce que c'est uniquement réservé aux jeunes et beaux gosses comme Sako? Non, c'est évidemment pour tout le monde et c'est même recommandé. Aujourd'hui, on recommande d'avoir des sports en endurance, 30 minutes au moins 5 fois par semaine. Et bien sûr, 2 séances par semaine de renforcement musculaire. À tout aussi. âge? Parce que Martine, elle nous pose cette question. Peut-on se mettre au fitness à tout âge? Mais bien sûr, à tout âge. Après, vous pouvez y aller progressivement et vous adapter les charges, mais évidemment à tout âge. Et c'est vrai que souvent les patients nous le disent, quoi, non, j'ai 70 ans, je vais peut-être pas me mettre à la muscu. Bah si, allons-y. On n'est pas obligé de mettre 60, 70 kilos, on peut y aller progressivement. Et ce renforcement est bon pour les articulations, évidemment, et puis pour la santé en général. Alors, quand vous dites musculation, est-ce qu'il faut forcément des poids ou est-ce que, je sais pas, des planches ou des choses comme ça compte comme de la musculation? Et Les même- planches, c'est quoi les planches? Faire la planche. Ah oui. La planche, pardon. Bah, donc on en fait plusieurs. Il y a le poids de corps aussi. Eh ben, bien sûr, Voilà. la musculation poids de corps, c'est évidemment de la musculation, exactement comme avec des poids. Donc, on ne va pas travailler forcément de la même façon ni les mêmes groupes musculaires, mais que ça soit du poids de corps ou de la musculation avec des poids, les deux sont évidemment recommandés. Mais attendez, docteur Guillaume Paris, j'imagine nos téléspectateurs qui nous regardent, ils nous disent, ah bah oui, le docteur, il est gentil, il a un beau costume, je suis d'accord, ils ont raison. Mais comment je fais pour m'y mettre? Oui, voilà. Il faut aller, Ça, c'est qui ma il faut aller question. voir? Il faut aller voir un kiné, il faut aller prendre un coach. On regarde sur ChatGPT maintenant qui propose d'ailleurs des séances, des programmes. Non, On mais regarde c'est un vrai. tuto sur Internet. Qu'est-ce qu'on fait? Ça dépend de la motivation déjà. Déjà, il faut de la motivation. Donc, on doit avoir envie de s'y mettre. Et il faut s'y mettre. Quand on veut s'y mettre, soit on s'inscrit dans une salle. Le risque, c'est de s'inscrire dans une salle et de pas y aller. et de pas y aller. De se prendre évidemment un coach, je pense que ça peut être, si on peut le faire, ça peut vraiment être intéressant parce qu'on va avoir cette motivation et cette obligation d'aller faire son sport. Et puis, quand on a une petite pathologie, une douleur, on peut commencer par de la kiné. Aujourd'hui, la kiné, c'est de la vraie rééducation. Quand on fait de la rééducation, on fait du sport, on renforce. Donc, ça peut être une première bonne étape, un premier pied pour pouvoir se mettre au sport et au renforcement. Parce qu'on le rappelle, lorsqu'on commence à vieillir, et le vieillissement commence plutôt jeune, eh bien on perd du muscle, c'est ce qu'on appelle de la sarcopénie. Et vraiment on insiste sur cette musculation car elle est très importante. On vous a préparé 2 images de 2 muscles du membre supérieur, biceps, triceps. Là, quand vous avez une musculature suffisamment importante, vous voyez sur cette coupe qu'on a reproduit juste là, vous avez en rouge le muscle et en blanc l'os. Et on voit bien que le muscle va venir protéger l'os. Et avec le temps, il y a ce qu'on appelle la sarcopénie. Votre masse musculaire diminue progressivement. Et vous voyez assez facilement que l'os devient moins bien entouré. Ça veut donc dire que si on manque de muscle, qu'on chute, on peut se casser également un os. La musculation protège également les articulations.
Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, pour tout ce qui est ostéoporose, on préconise de l'activité physique pour aller contre cette ostéoporose, notamment chez les femmes ménopausées. Et puis vous parlez des os, mais vous parlez aussi des articulations. Les muscles protègent les articulations en général, et donc ça protège aussi le développement de l'arthrose, le fait d'avoir des muscles. Et c'est-à-dire le premier traitement, le traitement physique pour l'arthrose, c'est d'aller renforcer autour de l'articulation. Ça veut dire que quand on a des douleurs d'arthrose, imaginons l'arthrose la plus fréquente, qui est celle notamment du genou, on a intérêt en plus de faire justement de la musculation pour l'articulation? Bien sûr, le traitement physique qui est la rééducation des muscles autour du genou, ça va être du renforcement musculaire pour aller protéger cette articulation. Et on sait que ça limite l'évolution quand l'articulation est stable et protégée par les muscles. On peut même faire du sport 2 fois par semaine et être sédentaire. Ce n'est pas parce qu'on voit des gens courir le dimanche et c'est une très bonne chose que c'est suffisant en fait. Oui, absolument. Je pense qu'il faut en tout cas, c'est déjà très bien, donc je ne vais pas avoir de message, voilà. Essayons déjà de courir 1 à 2 fois par semaine, on encourage, c'est déjà très bien. Maintenant, si on peut avoir une vraie activité physique au moins modérée 5 fois par semaine, 30 minutes, c'est bien, on va être sur quelque chose d'assez normal en fait. Quand vous dites activité physique modérée, à partir de quel moment d'intensité on se dit là c'est l'activité physique modérée? Quel est le repère simple qu'on peut donner? Le repère simple, ça va être la sensation d'un battement cardiaque qui va monter quand vous marchez tout doucement, le cœur, vous le sentez à peine. Quand vous marchez un peu plus vite, vous allez sentir un petit essoufflement, un cœur qui commence à battre un peu plus vite. On arrive sur un effort modéré. On arrive à parler, mais on ne peut pas chanter. On arrive largement à parler, mais on sent qu'on est c'est un peu moins simple que d'habitude. Et ce 30 minutes, c'est pourquoi 30 minutes? C'est les préconisations un peu de l'OMS qui nous disent 30 minutes, 5 fois par semaine du modéré. C'est en tout cas ce qu'on sait, ce qui permet d'avoir une fonction cardiaque et une fonction musculaire qui marche bien. Question bête, mais si on fait 1 heure, est-ce que du coup on peut faire une pause le lendemain? Est-ce que ça compte? Est-ce que c'est en cumulé? Quel est le mieux? La régularité un petit peu tous les jours, plutôt qu'une grosse séance 2 heures, on se dit dans la semaine, et après on est rincé. Exactement, c'est quand même beaucoup plus rentable d'avoir de la régularité, puisque c'est comme ça qu'on va travailler le plus, et puis de faire quelque chose de très fort d'un seul coup, le risque de blessure va arriver aussi. Donc d'avoir quelque chose de plus progressif. Motivation, absolument. Un reportage un peu spécial aujourd'hui, puisque pour le réaliser, les chroniqueurs et moi-même avons donné de notre personne. Nous sommes allés tester le Pilates réformeur, une discipline tendance exigeante qui vise à développer notamment les muscles profonds. Regardez ce reportage de Khadija Darezig, Benoît Lordelot et Julien Lativel. Bon, je vais rejoindre les chroniqueurs. On va découvrir une nouvelle activité sportive qu'on appelle le Pilates réformeur. Bon, je suis un peu en retard, mais vous savez, les docteurs, ils sont toujours en retard. Salut! Salut! Vous allez bien? Ça va et toi? Vous êtes prêts? C'est à ce temps-là qu'on arrive? T'as peur ou pas? Bon c'est parti, je leur ai préparé un petit enchaînement très sympa, j'espère qu'ils vont aimer. On y va? J'y vais mais j'ai peur. On dirait qu'on rentre dans une épreuve de Fort Boyard. Waouh, c'est la torture là. Oui, effectivement, c'est un peu impressionnant. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire sur ces machines? Ah, c'est pas une table basse? Genre... Ok, d'accord, je vois l'esprit. Bon. Vous connaissez la machine? Vous l'avez déjà utilisée? Non? Alors je vais vous montrer. Un des concepts de base du Pilates, c'est que toute la force des mouvements doit venir du centre du corps, c'est-à-dire des abdominaux profonds. Vous pouvez vous allonger sur le dos et vous allez venir attraper les sangles qui sont juste ici. Ça commence mal. Attends. Toi, tu t'es installé facilement, Jean-Victor. T'as l'habitude d'être attaché ou quoi? Vous allez décoller les jambes, vous les mettez à 90 degrés. Les paumes de main face à face. Super. Ok. C'est parti, on va inspirer. À l'expiration, on souffle, on descend les bras le long du corps. Et on remonte. On vient juste de commencer en plus. Vous avez vu cette musculature? Mais t'as des jambes, c'est incroyable. Mais tu caches ton jeu, Jean-Victor. Allez, vous lâchez pas. Surtout, un des concepts de base du Pilates, c'est vraiment de tenir, c'est le contrôle. Et reviens doucement dans la position de départ. Est-ce qu'on va être gaulé en faisant tout ça? Normalement, si on travaille ces transverses abdominaux, si on les engage bien, ça va avoir un effet ventre plat. On va être gaulé, mais on va d'abord passer par la case d'urgence. Non, c'est un sport doux. Pas d'impact, pas de risque de blessure. Alors les triceps, Jimmy, ils sont là ou pas? Ah, mais ça brûle. Moi qui ai l'habitude de soulever des charges lourdes, là je me soulève toute seule et c'est déjà tellement difficile. Mais ce qui est intéressant justement, c'est de ne pas charger au maximum le réformeur. En fait, on n'est pas dans la performance, la compétition, d'aller mettre plus. Jean-Victor, si, Jean-Victor est dans la compétition. Si. Je suis grave jaloux, Jean-Victor. Ça a l'air simple. Moi, je suis mal. On va coller les talons, ouvrir un tout petit peu les orteils vers l'extérieur pour faire un V-Pilate. Imagine que tu as une petite carte de crédit ici que tu veux tenir entre tes talons. Ah oui, ça, c'est la bonne métaphore. Plus tu vas tenir ta petite carte de crédit, plus tu vas sentir les adducteurs qui s'engagent. Moi, mes jambes, tu vois, si je les mets en l'air,
Ça tremble. Je sais pas si c'est normal. Je pense que j'ai pas de muscles. Ah oui, il faut que ça soit fluide, élégant, mais pas trop grand. On repassera pour l'élégance. Cette fois-ci, on va venir décoller les fesses. Des mots, Jean-Victor, s'il te On plaît. inspire, on souffle, on monte. Voilà, super. Ouais, essaie de relâcher encore un petit peu plus ta poitrine vers le bas, d'engager un petit peu plus tes abdos. Et on va dérouler doucement la colonne pour redescendre en poussant les pieds vers le bas, vers l'avant. Il m'énerve. C'est la première fois de ma vie que je suis le premier d'un cours de sport, donc voilà. Croyez en vos rêves. Creuse, creuse, creuse. Allez, Jean-Victor et Jimmy en même temps là. C'est parti, en haut. Allez, on monte, Vas-y, on monte, Jean-Victor, on on va monte, voir. on monte, on monte. Vas-y. Ok. Et redescends, plus dans les pieds vers l'avant. Tu m'as dit que ça va Alice, il n'y a jamais le mot pause. Non. Tu ne l'as jamais dit. Non, c'est vraiment un flow continu. Ah oui. C'est vraiment efficace. Donc j'ai déjà envie d'en refaire, franchement. Je sens que je me tiens mieux. Eh ben bravo à tous, vous pouvez vous applaudir. Vous avez été super. Et un grand bravo à toute l'équipe, à Jean-Victor, à Pauline, à vous, Rim et à Aline. Alors, c'était comment cette séance? Alors déjà, c'était très ludique, mais le lendemain, je sentais des zones que j'avais jamais senties. Ah, c'est vrai que c'était plutôt physique. Et puis, il y a un moment convivial. Est-ce que faire du sport ensemble, dans un groupe, c'est aussi une question peut-être de... Ça aide à la motivation? Ah, c'est la motivation numéro 1. On va retrouver quelques copains, c'est quand même plus sympa. Hein. En termes... Fois, je viens. Bien sûr... Non, mais la prochaine fois, je viens. Ah ben, vous Ça avez a l'air invité. sympa. Oh, attendez. Je rétablis une vérité. Nous avons sollicité tous les chroniqueurs du Mac de la Santé. Mais je regrette. Et vous aussi, Raphaël. On s'est Et bien voilà. amusé. Eh ben, c'est bien amusé. En fait, il faut qu'il y ait également un côté ludique et plaisir. Souvent, on associe les salles de sport à un côté un peu dur, un peu... Il faut qu'on ait du plaisir, il faut aimer ce qu'on fait également. Ça, c'est vrai. Oh bah, clairement, de toute façon, ça tient pas. Hein. On est obligé de l'aimer. Et c'est vrai que c'est un peu plus ludique peut-être que juste aller courir. On a parlé tout à l'heure des douleurs liées à l'arthrose. Imaginons qu'on a de l'hypertension artérielle. Est-ce qu'il y a une activité en salle qui peut nous aider justement à baisser notre tension? De toute façon, toute activité physique et surtout en endurance va permettre de manager la tension, ça va permettre de perdre un petit peu de poids et c'est surtout cette perte de poids qui va permettre de pouvoir améliorer la tension artérielle. Est-ce qu'il y a des sports à éviter en fonction de certaines pathologies? Imaginons qu'on a des patients qui font, je ne sais pas, de l'insuffisance cardiaque. Est-ce qu'avant de s'inscrire dans une salle, il faut quand même aller voir le médecin généraliste, un cardiologue, un médecin du sport? C'est vrai, quand on a une pathologie cardiaque, globalement, d'avoir un bilan cardiologique avant et notamment une épreuve d'effort pour être certain qu'on peut faire ce sport, ça vaut le coup et qu'on donne certains seuil de fréquence cardiaque à respecter au moment où on va faire de l'endurance. On va peut-être pas faire quelque chose de très explosif, on va y aller plus progressivement. Donc souvent, quelqu'un qui a fait un infarctus, il va passer en rééducation cardiaque, on va lui refaire de l'endurance avec certains seuils. Et on parlait justement de certains seuils à ne pas dépasser. Absolument. Bon, moi je me suis remis au sport et j'ai acheté ces montres-là qui mesurent la fréquence cardiaque. Ouais. Alors des fois je me fais peur, je me dis oh là là, j'ai le cœur qui bat un peu trop vite. On peut se fier à ce genre de montre et par exemple, il faudrait que le cœur batte à quel niveau, à quelle fréquence pour qu'on se dise on est sur une activité modérée? Alors oui, bien sûr, c'est fiable, hein, ces montres-là sont fiables. Globalement, quand on est à 60-70% de la fréquence cardiaque, on est plutôt sur des activités modérées plus. Et c'est plutôt une bonne chose, notamment quand on veut perdre un peu de poids. On se met à 70% de notre fréquence maximale cardiaque. Alors, on va redonner la formule qui est très simple. C'est 220 moins l'âge. Donc imaginons qu'on a 40 ans, c'est 220 moins 40, ça fait 180 battements au maximum par minute. C'est ça. On prend 70%. Absolument. Ce qui doit faire aux alentours de 140. 130, 140, c'est ça. Et ça, c'est le bon niveau. C'est le bon niveau, c'est-à-dire que ça va être une activité physique où vous n'allez pas être ultra intense et vous allez pouvoir la tenir longtemps surtout. Tu vous as dit d'ailleurs quelque chose d'intéressant, pour aider à perdre du poids notamment? Oui, ça typiquement, c'est la bonne fréquence où on va les brûler, les graisses, à peu près à cette fréquence cardiaque-là. Si vous montez trop, vous allez plutôt prendre un peu plus de muscle, mais là, vous allez vraiment brûler les graisses. Et si vous tenez l'activité, c'est ça qui est important, il faut tenir 30 à 45 minutes au moins pour qu'on commence à ce rythme. On a reçu cette question d'Héloïse qui nous demande s'il y a un risque à continuer le sport comme le pilate quand on est enceinte. Alors, évidemment, ça dépend du terme, et ça dépend du moment de la grossesse. Sur les premiers mois, il n'y a pas de risque. Et je pense qu'en effet, à un moment, s'il y a certains risques de prématurité ou de choses comme ça, on arrête, on met un peu de bon sens là-dedans. Alors tout à l'heure, vous parliez du fait qu'après la ménopause, on perd particulièrement du muscle. Et je voulais savoir s'il y avait des activités qui étaient particulièrement recommandées pour les femmes en ménopause. Alors, ouais, du muscle. Et puis aussi, bien sûr, il y a de l'ostéoporose qui peut arriver. Et donc, il y a aussi la qualité, la densité osseuse qui peut diminuer. Et ben, je pense que c'est pareil, c'est des activités physiques très fitness où on vient mélanger et de l'endurance et de la musculation de la même façon. On fait de la muscu pour garder la qualité musculaire, pour maintenir la qualité osseuse aussi, en mettant de la contrainte, et puis de l'endurance toujours pour le travail cardiaque.
Tout à l'heure, Rim, vous disiez avoir eu des courbatures. Est-ce qu'il faut forcément avoir des courbatures? Non, mais c'est pas une attaque. Est-ce qu'après une séance de sport, si on n'a pas de courbatures, ça veut dire qu'on n'a peut-être pas été suffisamment intense? Alors, c'est sûr que si on ressent rien le lendemain, c'est probablement qu'on est un peu sous maximal sur notre effort, quoi. Après, il faut quand même rester dans une certaine limite, parce que si vous avez des très grosses courbatures, des grosses douleurs, et que vous n'avez pas la capacité de refaire une séance 2-3 jours après, c'est quand même dommage. Ce qui est important, c'est ce qu'on se disait, c'est la régularité. Donc, il faut vraiment une montée en charge progressive dans votre activité physique. Est-ce que du coup, ça sert à quelque chose de s'étirer, par exemple? Il y a beaucoup de débats sur les étirements. Est-ce qu'il faut s'étirer avant? Est-ce qu'il faut s'étirer après? Il y a beaucoup d'écoles sur ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que de se préparer et de s'étirer un peu avant l'effort, ça vaut le coup. Si on part sur un effort explosif alors qu'on n'a rien préparé, le risque de blessure est là. Et les compléments alimentaires, les protéines, est-ce que ça aide? Enfin, moi, je vois plein de jeunes, même à l'université, ils prennent du blanc d'œuf, des trucs, Ouais, 20 secondes pour cette réponse. Tout dépend des objectifs. C'est sûr que si on veut faire de la masse, ça vaut le coup parfois d'avoir une alimentation un peu plus riche en protéines. Est-ce qu'on le fait naturellement ou est-ce qu'on le fait avec des compléments? Voilà, tout dépend de votre alimentation. Il vaut mieux manger après ou avant la séance de sport? On peut prendre des protéines juste après la séance de sport. Et puis, pardon, un tout petit mot, mais pensez à l'hydratation aussi. Eh bien, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Rim, merci beaucoup. Raphaël, c'est toujours un plaisir. Sako Camara, j'espère que vous avez apprécié. C'était super. On a passé un très bon moment. Je rappelle que vous serez en tournée à partir du 18 juin dans toute la France, dans votre spectacle Up and Down et sur la scène de l'Apollo Comédie à Paris à partir du 5 septembre. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. On a passé un super moment. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très vite. Excellente journée sur France 5. Salut.